merci de m'avoir proposé, merci de m'avoir obligé à réfléchir, parce que c'est ça, c'est le bon côté de ces partages, c'est que ça nous oblige en particulier à moi à réfléchir à cette question. Alors d'abord, il faut que je déclare mes conflits d'intérêts. J'ai une tendance à ne pas aimer le mot neuro. Or, il est 2 fois dans le titre de mon topo. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte que le mot neuro me pose de moins en moins de problèmes. Et d'ailleurs, plus on le critique, plus j'ai tendance du coup à le soutenir, ce qui m'inquiète sur mes traits possibles de personnalité. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, le titre, c'est des troubles du neurodéveloppement à la neurodiversité. Et en fait, ce qui est frappant, et d'ailleurs je l'ai appris il y a juste quelques semaines, chronologiquement, c'est la neurodiversité qui est apparue avant les troubles du neurodéveloppement. Donc on devrait dire plutôt de la neurodiversité aux troubles du neurodéveloppement. Alors bien sûr, il faut commencer par définir tous ces termes qui sont compliqués. Et là aussi, il faut que je déclare un deuxième conflit d'intérêt, mais vous le connaissez déjà, c'est que je vais être obligé d'envisager des éléments de sociologie, d'anthropologie, de philosophie, etc. Et je suis pédopsychiatre, donc je ne suis pas légitime du tout pour parler de ça, mais ça fait partie de notre métier. Nous devons nous intéresser à plein de disciplines qui ne sont pas les nôtres. Voilà, c'est une bénédiction en fait de ne pas être légitime, de parler de ce qu'on dit, mais voilà, ça va être le cas aujourd'hui. Donc si je dis des choses qui vous choquent et que vous trouvez pas correctes, je l'accepterai bien volontiers, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors comme chronologiquement la question de la neurodiversité a commencé, on va essayer de voir à quoi correspond cette chose. Et donc il y a un consensus pour dire que la notion de neurodiversité apparaît vers la fin des années 1990. Alors au début, on parle de neurological diversity, de neurological pluralism, et puis c'est un journaliste, Harvey Bloom, qui, et d'ailleurs c'est très drôle, il écrit un article sur les fondements neurologiques de la geekerie. Donc neurodiversity, 2 points, sur les fondements neurologiques de la geekerie. Geekerie, vous voyez ce que c'est les geeks, quoi, c'est la communauté des geeks. Et bien sûr, je trouve ça très drôle. Et d'ailleurs, de la même façon, vous savez, il y a un journaliste américain qui a aussi écrit un livre, Neurotribes, les neurotribus, qui a eu un succès considérable. Et le début de ce livre, il est en Californie, il est à une table d'un café et il entend des geeks, puisque la Californie, c'est là où il y a toutes les startups de l'intelligence artificielle, etc., qui parlent et il se dit, mais en fait... ils ont l'air autistes, quoi. Et donc, il écrit son bouquin sur, finalement, qu'est-ce qui se passe là-dedans, etc. Et je trouve quand même que, vous voyez, le fait que, à la fois neurotribe, mais que le début du mot neurodiversité, ça a à voir avec la geekerie, eh ben, c'est peut-être pas anodin. Voilà, et qu'il y a des auteurs, Baron Cohen, etc., qui disent des choses en lien avec ça, même si c'est plus trop à la mode. Alors, donc là, on est en 98, et en 99, c'est une sociologue qui se revendique d'être TSA, Judy Singer, qui écrit une thèse où le mot apparaît dans le monde académique, et à partir de ce moment-là, le mot va avoir un succès de plus en plus considérable. Et d'ailleurs, ça avait été prédit par un journaliste, il semble que ce soit les réseaux sociaux qui aient fait exploser l'utilisation du mot. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens se sont retrouvés dans cette neurodiversité, et donc ça a eu un succès sociétal énorme, à tel point que, je ne savais pas aussi récemment, en 2016, le Labour, le Parti travailliste britannique, a proposé dans son projet qu'il y ait un ministère de la neurodiversité. Voilà, alors c'est vraiment, donc le concept de neurodiversité, c'est bottom-up. C'est pas du tout un truc imposé par des psys ou par des intellectuels, etc. Ça vient de la base. Et c'est que très tardivement, qu'il y a eu des tentatives de clarification conceptuelle de cette entité par des philosophes en particulier. Donc je vais en citer 2. Celui qui est le principal connu là-dedans, il s'appelle Robert Charpin.
Et donc il a écrit un chapitre dans d'ailleurs un bouquin que je vous conseille qui est sorti en 2019, Philosophy of Psychiatry, et il s'occupe du chapitre neurodiversité. Et puis Jonathan Hughes, qui lui a écrit en 2020 dans Bioethics, la revue, un article un peu critique. Et donc on voit des tensions dans le monde de la philosophie sur la façon de conceptualiser ça. Je vais juste en dire 2 mots, mais ce n'est pas l'objet forcément de ce qu'on va faire. Alors avant, en 2014, il y a un personnage très haut en couleur qui s'appelle Nick Walker, qui est un... Alors il est quoi? C'est compliqué à dire. D'abord, il se revendique, je pense, du spectre de l'autisme. Il est professeur de psychologie, mais c'est une psychologie bizarre. Le titre, c'est pas professeur de psychologie, c'est des mots que je n'avais jamais vu accolés à psychologie. Dans une université californienne, qui est une université très bizarre aussi. Il a un site internet dont le titre est Neuroqueer. Je trouve ça quand même super. Neuroqueer. Il a écrit un bouquin sur Neuroqueer Heresies, les hérésies neuroqueer. Et donc on voit sa photo, à l'évidence c'est un monsieur, chauve, etc. Mais il faut qu'on l'appelle she, her, enfin voilà, donc on est dans la déconstruction totale de tout, comme ça se fait pas mal dans notre société, en Californie en particulier. Et donc il a écrit un texte ultra repris, c'est Some Basic Terms and Definition About Diversity. Donc il définit les mots, et bien entendu définir c'est bien. Alors vous allez voir, alors neurodiversity, c'est diversity of human brain and mind. Donc il y a diversité, etc., mais brain and mind. Et après il dit, c'est un biological fact. Et donc on voit vraiment que, d'abord il y a une ambivalence, j'ai envie de dire. Est-ce que la diversité c'est l'esprit ou c'est le cerveau? Parce que dans neurodiversité, la position est prise, c'est le cerveau. Mais quand même, en fait, on s'en fout d'avoir des cerveaux différents. C'est pas le problème dans la vie. Le problème, c'est qu'on a des esprits différents. C'est ça qui suscite des émois et des interactions complexes. Et donc, on est quand même bien obligé de mettre mind. Mais à la fin, il dit c'est un biological fact. Et en fait, c'est là qu'on va voir, on a besoin de faits. Et aujourd'hui, un fait psychique, c'est embêtant, parce que ça n'a pas de matière, quoi. Alors que le fait biologique, il a une matérialité. Enfin, là, moi, c'est une interprétation que je fais, hein, mais biological fact. Donc, neurodiversity, et après, alors, il définit les termes neurodiverse movement, neurodiverse paradigm, neurodivergent, neurominority, neurotypical. Et donc, pour dire que, alors, les individus ne sont pas neurodivers, ils sont neurodivergents. Neurodivers, c'est le phénomène. Neurodiverse movement, c'est le phénomène politique, qui fait que ça devient un mouvement. Le paradigme, c'est plus épistémologique. La neurominorité, c'est en termes de domination de classe, néo-marxiste, pour le dire vite, quoi, hein. Voilà, on est dominé par une majorité, et c'est pas bien. Et puis les neurotypiques, alors c'est difficile à définir le neurotypique, parce que bon, mais il y a quand même... C'est en gros... Ceux pour qui vivent dans la société, ça ne pose pas de problème, du fait de leur fonctionnement psychique. Alors donc ça c'est tentative de définition. Donc après, on a donc Robert Chapman et Jonathan Hughes qui ont une approche de philosophie analytique. Vous savez, c'est la philosophie des Nord-Américains, enfin majoritaire, c'est-à-dire c'est extrêmement carré, c'est pas du tout romantique comme façon d'écrire. Mais donc c'est précis. Finalement, alors d'un côté, en gros, c'est quoi la neurodiversité? En fait, c'est que pendant longtemps, on a considéré que les gens qui pensaient différemment, c'était des malades. Et qu'aujourd'hui, c'est plus ça, c'est une façon différente d'être au monde. Et là, vous voyez déjà, une façon différente d'être au monde, ça a plutôt à voir avec l'esprit plutôt qu'avec le cerveau. Et qu'on va voir sans arrêt, il y a cette tension là-dedans. Et on le voit d'ailleurs quand ils essaient de définir, mais finalement c'est quoi cette histoire de être neurodivergent? C'est une différence neurocognitive omniprésente. Omniprésente, c'est la traduction de pervasive. Donc différence neurocognitive omniprésente,
intimement liées à la formation et à la constitution de soi. Et donc, voilà, alors on essaie de jongler avec deux choses qui est quand même, ce qui compte, c'est la formation et la constitution de soi, on est bien d'accord, mais on est obligé de mettre différences neurocognitifs, il faut mettre neurocognitif et pour que ça ressemble à quelque chose qui ait l'air d'important. Mais alors là, immédiatement, vous voyez, dès qu'on met neurocognitif, ben on va dire, on va mettre toutes les troubles neurologiques qui peuvent faire que ben, la formation et la constitution de soi est différente. Et alors là, c'est là que c'est extraordinaire. Hein. Donc Walker, alors on lui prête ces mots, parce que ils disent « Ah, il a dit ça, mais j'ai pas réussi à trouver le fait qu'il l'ait dit, mais bon, peu importe. » Il dit « Voilà, l'épilepsie ou les traumas crâniens peuvent être enlevés de l'individu sans effacer des aspects fondamentaux de son individualité. » Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça c'est un problème avec ce genre de personnes, c'est qu'ils parlent de choses qu'ils connaissent pas. C'est-à-dire, ils n'ont jamais vu de patients épileptiques. Beaucoup de patients épileptiques, leur épilepsie constitue leur identité et leur façon d'être au monde. C'est juste, enfin, Dostoïevski, il était épileptique et il écrit très bien que enfin, j'ai été migraineux, je vous garantis que quand on est migraineux, ça fait partie de sa façon de vivre et avant d'anticiper la crise, de savoir comment on va être après, etc., de ce que vos proches vous gèrent, vous disent tu vas avoir une crise, etc. En fait, ça fait partie de mon existence, voilà, de ma façon d'être au monde. Et c'est quand même, vous voyez, c'est quand même extraordinaire de voir des gens qui supportent une idée inclusive, d'accepter la différence, etc. Ah mais oui, mais toutes les différences ne sont pas pareilles. Si c'est trop manifestement neuro, alors ben, on peut leur enlever ça et puis ils seront mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi dans les travaux des philosophes? Quand même, il y a, et là c'est un consensus, tout ça peut tenir la route. Ok, la neurodiversité, il y a plein de choses potentiellement intéressantes, mais quand même, un autiste automutilateur sans langage, est-ce que c'est vraiment juste une façon différente d'être au monde? Et là, tout le monde est bien embarrassé, et en tâche de fond, il y a les tensions entre ces mouvements d'autistes, que l'on nous présenterait de haut niveau, et puis les familles d'enfants autistes qui vivent au quotidien avec des enfants en grande difficulté. Et vous savez que ces deux communautés ne s'entendent pas forcément très bien, parce que les uns et les autres disent on ne parle pas de la même chose, et vous ne vivez pas la même chose du tout, ce qui, bien sûr, de notre point de vue à nous, est une évidence. On ne parle pas de la même chose. Alors ça, bien sûr, ça va être un point crucial à propos de la consistance de ce concept de neurodiversité, ou peut-être pas. Alors en tout cas, ce courant de neurodiversité va avoir des conséquences, y compris dans le monde juridique, puisqu'il y a des juristes, donc un monsieur Andrea Collini, donc un collègue italien qui a fait une thèse à l'EHESS et qui est maintenant à la fois en Californie et en Italie. Donc c'est un juriste qui travaille sur la notion de brain equality, et qui dit qu'en fait, dans nos constitutions, il y a une égalité des sujets, et bien qu'en fait, il faudrait revenir dessus, qu'en fait, nous ne sommes pas égaux parce que nous avons des cerveaux différents. Alors je vous vois écarquiller les yeux, dire c'est quoi ce truc, donc, mais c'est parce que ça met en branle, on va revenir dessus tout de suite, enfin dans 5 minutes. Ça met en tension des choses qui structurent nos sociétés de façon extrêmement forte. La Déclaration universelle des droits de l'homme, alors en France, etc., la Révolution française, c'est très très fort pour nous. Et de dire qu'en fait, dans les constitutions, il faudrait considérer les brain inequalities, ça peut être choquant. Alors, il faut lire ses travaux, c'est intéressant, c'est beaucoup plus subtil et fin que ce qu'il dit. Il pointe bien le fait qu'il y a des tensions, il faut accepter les différences, il faut que les gens différents acceptent qu'il y ait des lois qui s'appliquent à tous. Si on conduit en voiture, quand on arrive à un rond-point, il faut que tous on comprenne un peu comment fonctionne un rond-point. Si vous avez envie de dire que vous êtes différent et que vous le prenez à l'envers, ça va poser des problèmes. Donc il faut qu'on accepte que par moment c'est important qu'on soit tous semblables.
Mais voilà, et donc cette tension, il tente de le mettre dans la loi. Et c'est pas rien. Donc ça, c'était neurodiversité. Alors, trouble du neurodéveloppement. Alors en fait, au début, ça n'a absolument rien à voir. Alors ça remonte à, au début, on a 1978, Neurodevelopmental Disability. Après, on a, alors vous allez voir, ça va être bizarre parce que c'est Disorder of Psychological Development, donc c'est pas neurodéveloppement, c'est psychodéveloppement, c'est la classification internationale des maladies dans sa 10e édition, avec dedans, les troubles 10, l'autisme, pas l'hyperactivité, mais le syndrome de Rett, et une définition, début dans l'enfance, déficit ou délai dans le développement d'une fonction fortement associée à la maturation du système nerveux central, stable dans le temps. Et là, vous voyez, là aussi, c'est étrange, c'est que on reconnaît, on voit poindre nos maladies et ce qui vont être des TND après, hein. Mais c'est qu'on appelle ça trouble du psychodéveloppement, mais c'est défini par un délai dans le développement de la maturation du système nerveux central. Encore une, vous voyez, on trouve encore ici cette tension entre neuro et finalement psycho. Et puis alors, ce qui se passe, donc c'est en 2008, Michael Rutter, qui est ce psychiatre, ce professeur de psychiatrie anglais, qui est quelqu'un de très éminent puisqu'il est à l'origine du courant non psychanalytique de la recherche en pédopsychiatrie. Il est décédé il y a à peu près un an. Il était l'auteur d'un très très gros manuel de pédopsychiatrie. Et donc dans la 5e édition, chapitre 3, il y a pour la première fois les troubles du neurodéveloppement. Pour la première fois, vu par un psychiatre. Et ce qui est curieux, c'est qu'il reprend exactement la même définition que celle qui a utilisée dans la CIM-10 pour les troubles du psychodéveloppement. Vous voyez à quel point on se perd dans les méandres du vocabulaire. Donc c'est exactement la même définition. Et puis, quand même, et je le rajoute, il y a un paragraphe, et puis quand même, donc, ce déficit ou délai dans le développement du fonctionnement fortement associé à la maturation du système nerveux central conduit à un fonctionnement mental déviant. C'est marqué explicitement « deviant functioning ». Et j'ai envie de dire, c'est marqué, et le problème c'est que quand c'est marqué pour toujours. C'est qu'il pourra, je pense qu'il a dû se mordre les doigts d'avoir écrit ça, mais s'il l'a écrit, c'est qu'il l'a pensé, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui est curieux, c'est que là, il rajoute l'hyperactivité et il enlève le syndrome de Rett. Alors il dit, voilà la logique, en fait, il y a un ensemble de troubles où les patients vont globalement mieux dans le temps, où il y a un sexe ratio avec plutôt plus de garçons que de filles, avec une vulnérabilité génétique, avec des origines multifactorielles et avec des comorbidités. Et là, on est vraiment dans... c'est pour ça que c'est très difficile de dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est que d'un côté, il n'a pas tort, j'ai envie de dire, en termes de pensée sémiologique ou phénoménologique, c'est vrai qu'il y a comme ça ces troubles, ces patients que nous voyons où il y a un sexe ratio, une vulnérabilité génétique, c'est multifactoriel, etc., etc., et que quelque part, on pourrait avoir envie de les mettre sous le même chapeau. Ça ne me choque pas qu'ils disent ça, ça ne me choque pas. Et du coup, il enlève le syndrome de Prader-Willi, les SAF, les retards, les traumas crâniens, la schizophrénie, etc. Parce qu'en fait, tout ça pourrait être pris comme des troubles du neurodéveloppement. Et non, mais parce qu'ils sont monofactoriels, il n'y a pas le sexe ratio, on n'évolue pas mieux dans le temps, etc., etc. Donc, il y a une espèce de bricolage pour dire que finalement, on va mettre tous ces troubles sous l'étiquette du trouble du neurodéveloppement. Alors bon, pourquoi pas, de toute façon, c'est un texte écrit par un auteur, enfin ils sont deux, ils ont le droit d'écrire des textes dans un livre et puis de présenter leur position. C'est une liberté de chercheurs et de cliniciens. Mais alors ça va avoir un succès considérable, et donc en 2013, c'est le DSM-5, où là, ça apparaît, et bien sûr le poids du DSM-5, il est infiniment supérieur au poids de Michael Rutter tout seul, puisque
un pédopsychiatre sur 2 sur la planète exerce aux États-Unis. Donc du coup, quand les États-Unis écrivent une nosographie, vu qu'ils sont nombreux et qu'ils sont puissants, bah, elle envahit tout. Voilà, c'est comme ça. C'est pas forcément bien, hein, mais c'est comme ça. Alors, donc, vous êtes au courant, le DSM met dans le DSM les troubles du neurodéveloppement, et bien sûr, qui c'est tout à fait au début du DSM, hein, et ils le définissent, et ils disent quoi? Alors, ce sont des troubles précoces, par exemple avant l'école primaire, ok, caractérisés par des déficits du développement, ok, qui entraînent une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. C'est très large et assez vague comme truc, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien de neuro dans la définition. Je la relis, hein, trouble précoce, déficit du développement, altération du fonctionnement personnel, social, scolaire, professionnel. Rien n'est dit sur le cerveau, et pourtant on appelle ça trouble du neurodéveloppement. C'est extraordinaire de voir la vacuité des mots utilisés. Ils ne sont pas utilisés dans le but de décrire ce qu'ils décrivent. Alors, donc on est à ce stade en plein bazar. On est en plein errement contradictoire à plein de niveaux. C'est qu'à l'intérieur de la question de la neurodiversité, ben on se rend compte qu'il y a des contradictions. C'est que les neurodivers profonds, est-ce qu'ils ne sont assurément pas malades? Est-ce qu'ils n'ont rien à voir avec la psychiatrie? La réalité des faits, c'est que non. C'est que non. Et d'ailleurs, les gens sont obligés de le constater. Donc là, il y a une contradiction. À l'intérieur des TND, d'un côté, vous avez Michael Reuter qui dit un TND, c'est défini comme une anomalie du développement du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement mental déviant. Et vous avez le DSM qui prend le même mot et pour lequel la définition n'a absolument rien à voir. Et puis bien sûr, entre neurodiversité et TND, ça n'a rien à voir, puisque neurodiversité, c'est une position antipsychiatrique. Hein. D'ailleurs, je ne dis pas ça... je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens qui sont antipsychiatres, hein, c'est pas un problème. Hein. Le débat est ouvert, et puis les psychiatres ont fait des choses horribles il y a longtemps, et c'était fort légitime que des gens... lutte contre ça. Donc très bien, neurodiversité, mais le trouble du neurodéveloppement, c'est vraiment pas du tout la même chose que la neurodiversité. On peut même dire que l'approche de Michael Reuter, c'est opposé, puisque ça norme le fonctionnement mental à partir du cerveau, et qui est déviant ou pas déviant. Et ça, c'est complètement opposé de la notion de neurodiversité. Donc on est en espèce de plein de contradictions, et ce que je vous propose, c'est que dans le temps qui reste, c'est d'essayer de démêler cette contradiction. Et après tout, d'ailleurs, c'est pas grave qu'il y ait des contradictions. Hein. Dans la vie, il peut y avoir des contradictions, ça peut être source d'un débat. Ce qui est embêtant, c'est quand il y a des incohérences, c'est quand on dit une chose et son contraire, etc. Alors on ne peut pas avancer. Mais les contradictions, c'est le débat. Alors, de mon point de vue, le nœud qu'il y a derrière ces errements contradictoires, c'est que les gens ne se rendent pas compte que quand ils parlent, alors les gens, c'est tous ses collègues, hein, ils ne se rendent pas compte que quand ils parlent, implicitement, ils se placent derrière un certain discours mythologique sur ce qu'est une société, un humain dans une société, etc. Alors le mot mythologique peut paraître un peu bizarre, mais en fait ça veut juste dire que nous humains, nous avons à vivre dans la réalité, etc., ce qui a été matériel. Là j'ai de l'eau et il faut que je boive, si je ne bois pas, ça va mal se passer, c'est la réalité matérielle, etc. Mais nous avons aussi comme particularité que il y a une réalité symbolique qui infiltre tout, mais tout dans des proportions considérables. Il y a des lois, il y a des histoires sur d'où on vient, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Et c'est très important pour le vivre ensemble, pour la façon qu'on a de nous considérer les uns avec les autres. Et que tous ces récits, ça peut s'appeler des récits mythologiques. Hein.
Eh bien, en fait, dans nos sociétés occidentales, alors, il y a des sociétés où il y a un discours mythologique imposé. Ben, la vie est plus simple. Parce que tout le monde passe comme ça, et puis si vous êtes à côté, ben, on va vite vous mettre dans le rang, ou même vous faire brûler. Eh ben, nous, en fait, dans nos sociétés, il y a une coexistence de discours mythologiques contradictoires. Alors, encore une fois, c'est pas forcément grave, mais ça floute les raisonnements, quoi. Alors, il y a, de mon point de vue, deux grands discours mythologiques. Alors, il y en a un, et pour le dire vite, qui va être porté par la science, qui trouve ses racines, selon des historiens des idées, au XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle le tournant de la nature, qui est donc Galilée, Descartes, Newton, et c'est là que l'humain se met en dehors du monde, et il dit, le monde, c'est... Donc si je suis en train de vous voir, il y a des photons que vous émettez, qui rentrent dans mon cristallin, qui touchent ma rétine, et puis ça envoie un signal électrique dans mon cortex occipital, etc. Et je vous vois, et c'est ça, voir. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous devaient être médecins, pour vous c'est une évidence que c'est comme ça, c'est vrai, c'est juste vrai. C'est juste vrai. Et à partir de là, c'est vrai que... les scientifiques vont dire, oui, dans la vie, il y a de la matière, il y a des forces, et on crée des lois pour expliquer comment ces forces agissent sur la matière, et grâce à ça, la physique marche, la biologie marche, etc. Et puis on fait des progrès, et on a des smartphones, et j'enregistre mon topo, et on va soigner les patients avec des médicaments, et puis il y a des vaccins anti-Covid, et c'est fantastique. C'est efficace. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que ça a aussi un impact sur notre façon de considérer les humains au sein de la société. Notamment, comme nous sommes tous fabriqués d'atomes, c'est-à-dire nos atomes de carbone et d'hydrogène qui nous constituent, ce sont tous les mêmes. Puis nous avons tous 2 yeux, un nez, 2 reins, un cœur, etc. Et donc même si nous sommes tous des individus, nous sommes tous égaux et identiques, fondamentalement. Nous sommes des individus, et nous sommes égaux, et en plus constitués pareil, donc égaux et identiques. Sauf ceux qui sont déviants. S'ils sont déviants, alors ils sont différents, quoi. Et l'objectif va être de les mettre dans la norme de l'égalité. Et, il faut être honnête, dans notre métier, c'est parfois un peu ce qu'on nous demande. Dans l'hyperactivité, etc. On ressent ce discours de voilà, lui, d'ailleurs, lui, non, il n'est pas comme les autres, et donc ça pose problème. Alors voilà, et alors la vie, on peut appeler ça la modernité, au sens large. Dans la vie du moderne, il faut être raisonnable, et puis il faut, à partir de la raison, on va avoir un confort matériel, on va vivre mieux, et puis on va être libre une fois qu'on aura un confort matériel, et puis tout ça est très bien. Pouvoir se doucher, manger, etc., c'est quand même très bien. Alors bien sûr, ça laisse peu de place aux gens différents. Et vous le savez, on critique beaucoup nos sociétés pour ça. Alors, il y a eu un autre discours mythologique. Et pour certains philosophes, c'est apparu à la fin du XIXe siècle avec ce qu'on appelle les philosophes du soupçon, qui disent que toutes ces histoires de modernité, de raison, de trucs, de lois, tout ça, ça ne tient pas. D'abord, il n'y a pas de vérité, tout ça c'est relatif. Qu'est-ce qui est vrai absolu? Pourquoi on dit que c'est vrai? Qu'est-ce que la vérité? Qui peut prétendre au vrai? Il n'y a pas de raison, on a un inconscient qui nous fait faire des conneries régulièrement, et on n'est pas raisonnable quand on obéit à notre inconscient, et pourtant on ne peut pas faire autrement parfois de lui obéir, alors voilà, donc acceptons qu'on n'est pas raisonnable, et d'ailleurs dans notre clinique on voit bien que la raison, c'est compliqué. Et puis on n'est pas tous identiques du tout, on est dans des familles, on est dans des classes sociales qui sont plus ou moins dominées, et donc on n'est pas identiques du tout. Et donc, pour le moderne, on est des individus libres, mais égaux et identiques. Pour le postmoderne, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on est des individus différents et compliqués.
Et pour le postmoderne, alors il n'y a pas de liberté, il y a d'autonomie, c'est pas pareil. Et l'objectif dans la vie, hein, c'est de se réaliser et c'est de s'émanciper des rapports de domination. Ça, on l'entend beaucoup aujourd'hui, hein, se réaliser, s'émanciper des rapports de domination, etc. Et quelque part, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, si ça a du succès, c'est que c'est pas mal. Hein. S'émanciper des rapports de domination, ça a des bons côtés. Et puis, accepter les différences et tout ça, ben, ça a des bons côtés aussi. Alors, sauf que ça a des effets collatéraux, c'est que, ben, du coup, si on est tous différents et compliqués, c'est difficile de vivre ensemble. Donc, une société postmoderne, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les postmodernes pour pouvoir vivre ensemble? Ben, ça a à voir avec le thème de cette journée, c'est des identités. C'est-à-dire, alors, pour le dire de façon un peu humoristique, c'est des signifiants centripètes, c'est-à-dire c'est des mots qui vont faire que ça va agréger des gens autour des mots. Et donc, neurodivers. Je suis TSA, voilà, c'est un mot, je suis TSA. Eh ben, donc, ben, je fais partie d'une communauté. Je suis une femme, je suis un homme, toc, ça fait partie d'une communauté. Et donc, du coup, ça simplifie la vie, parce que si on est tous différents, voilà, on peut plus faire communauté. Donc, les identités sont des signifiants, comme ça, toc, qui tombent du ciel, et par un effet de mode, vont faire que des gens vont s'agréger autour. Alors, comme on est postmoderne et que la raison, finalement, c'est pas très important, en fait, on ne sait pas définir ce qu'est un neurodivers, est-ce qu'est une femme ou un homme. Mais ce n'est pas un problème. Puisque leur objectif, c'est d'avoir un effet centripète sur les gens. Donc on se retrouve. Alors ça amène à des paradoxes. Et donc, vous avez peut-être parlé du genre ce matin. Là, récemment, j'ai vu un article disant qu'il y avait 40 militaires espagnols qui avaient décidé d'être des femmes. Vous savez qu'en Espagne, on peut changer de genre comme ça. Parce qu'une femme militaire, à 15% de soldes en plus, peut avoir une chambre seule et peut avoir les cheveux longs. Et ben donc du coup, ils ont décidé d'être des femmes. Et voilà, donc, alors en changeant le nom ou pas, mais peu importe, c'est pas grave, et ben, ils trouvent ça très bien. Alors bien sûr, ça pose problème à la société, vous voyez, c'est que le signifiant centripète, ça va un temps, quoi. Mais s'il n'est pas accepté uniformément par toute la société, ben, ça met à tension ben, les gens qui ne sont pas à l'intérieur d'identité. Et c'est pareil pour les neurodivers, c'est que en fait, à l'intérieur de la communauté des neurominoritaires, eh bien, ils ont du mal à savoir au bout du bout, finalement, qui appartient à la communauté ou pas. Hein? Parce que, alors, si on prend les TSA, si on regarde ça sous l'angle de la neurodiversité, qui est autiste, comment? Eh ben, on s'autodéclare. Hein, on s'autodéclare autiste, mais ils le disent. J'en côtoie quelques-uns pour des raisons académiques, et ils disent, oui, on est embêtés, parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment autistes, on le sait bien, quoi. Parce que nous, on le sent. D'ailleurs, nous aussi, on le sent. Nous aussi, on le sent. Mais alors, qui est légitime pour dire qu'il n'est pas autiste ou qu'il l'est? Mais c'est pas grave, si vous voulez. Si on est postmoderne, c'est pas grave. Le problème, c'est que dans notre société, on n'est pas que postmoderne. On n'est pas que postmoderne. Pourquoi? Ben parce qu'il y a encore un discours scientifique qui sert quand même à quelque chose pour soigner les gens, voilà, et il y a quand même des lois universelles qui s'appliquent à tous, etc. Quoi. Il y a aussi besoin d'un vivre ensemble à l'échelon d'une société entière. Et donc, du coup, il y a des tensions entre les discours mythologiques, entre un discours moderne et un discours postmoderne. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la pédopsychiatrie, on est perdu dans les deux. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est ça le problème, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. D'un côté, on a Ruther, qui est, moi je trouve, épistémologiquement consistant, c'est-à-dire au moins, il a des définitions qui lui appartiennent, voilà, c'est ça, mais au moins, et puis il explicite pourquoi, il pense que les TND, c'est pertinent, mais bien sûr, c'est politiquement intenable. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'un TND conduit à un fonctionnement mental déviant. C'est juste impossible. Et puis vous avez les tenants de la neurodiversité, où c'est politiquement séduisant, mais c'est épistémologiquement inconsistant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une chose et son contraire. Et puis vous avez entre les deux le DSM, qui
Et c'est de ménager le chèvre le chou et que du coup est encore plus inconsistant parce que c'est pas possible. On ne peut pas faire un compromis entre des positions qui sont à ce point différentes. Alors pour conclure, quelles sont les solutions? Moi je trouve que ça saute aux yeux cliniquement. Ça saute aux yeux cliniquement. Alors il y a un concept pour lequel je milite, c'est celui de rupture phénoménologique. C'est-à-dire, et je suis sûr que vous vivez ça en entretien, aujourd'hui, on a des familles qui viennent consulter et c'est pas forcément très grave. Pas forcément. J'ai des patients qui amènent une adolescente avec un IMC qui diminue, et ils sont inquiets et ils ont raison d'être inquiets, etc. Mais c'est pas une anorexie mentale, c'est voilà, ça prend une pente un peu dangereuse, mais voilà. Et puis moi, plein de familles, d'enfants qu'on en amène pour une hyperactivité et oui, peut-être, mais il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de rupture, comme on peut le voir avec certains enfants hyperactifs, où la vie devient très difficile, où la vie prend le chemin d'une souffrance dans la différence qu'on est par rapport aux autres, que l'on n'arrive pas à rester assis en classe, qu'on ne peut pas faire les épreuves, les devoirs, et qu'on a des mauvaises notes et que les parents sont fâchés, et que l'on est malheureux parce qu'on voit qu'on pourrait y arriver et qu'on n'y arrive pas, etc. Et puis voilà, on voit qu'il y a une pente qui commence à être prise vers une véritable souffrance. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui se voit. Il y a une rupture phénoménologique, d'ailleurs qui appartient à la médecine en général, hein, qui appartient à la médecine. On a tous eu plus ou moins le Covid. Ben, certains d'entre nous, on a eu un truc pas très grave. Hein. Et puis il y en a d'autres qui ont eu un truc où ils étaient, ils pouvaient plus bouger, quoi. Hein. C'était une rupture dans l'être au monde par rapport à ce qu'est un être humain dans la vie. Voilà. Et qu'en psychiatrie, en pédopsychiatrie, on a ça aussi. Alors, et ça se voit en général plutôt au niveau de la famille plutôt que du patient. Mais on sent quand tout d'un coup, les gens sont désespérés et ne vont plus bien. Et ben, à ce moment-là, on est dans la psychiatrie avec une famille qui va pas bien. Et dans ces cas-là, on dit qu'il y a un malade. Alors, c'est un dérapage pour moi, hein, parce que on pointe les problèmes de facto sur le petit malade qui va avoir une maladie parce que la pensée médicale est comme ça. Et donc lui, on va le traiter avec des médicaments au sang. Mais donc là, on a quand même une carte à jouer sur le fait que c'est comme ça que c'est opérationnalisé. Mais en tout cas, il y a une rupture, et cette rupture signe le fait qu'on a besoin d'un soin qui relève du monde médical, et ça s'appelle de la pédopsychiatrie. Et puis vous avez en deçà, vous avez effectivement des gens différents, mais comme il y en a toujours eu. Et les neurodivers disent, les homosexuels, les gauchers, les droitiers, etc., ce sont des gens différents. Il y a eu une stigmatisation des gauchers, vous savez, ça a disparu, plus ou moins. Il y a eu une stigmatisation des homosexuels qui continue toujours, moins qu'avant. Mais on ne considère pas que c'est des maladies, on considère que c'est des différences qui peuvent susciter un mal-être, mais ça n'est pas la différence qu'il faut soigner, c'est le mal-être. Contrairement à une patiente anorexique, un enfant hyperactif qui a une hyperactivité qui fait qu'elle est tellement forte que sa vie devient difficilement compatible avec ce que la société impose et que nous, on ne peut pas changer comme ça la société. Voilà, donc il y a, je trouve, en fait, une solution assez simple dans cette question de séparer ce qui relève d'une neurodiversité de ce qui relève de la psychiatrie. La seule question qui reste, c'est pourquoi neuro ? Alors pour neurodivers, ça leur appartient. C'est une communauté qui décide de s'appeler neuro. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Pour les TND, ça c'est quand même notre business. Et là, appeler ça neuro, c'est pas raisonnable parce que ça porte atteinte à la survie de notre discipline. Si tout est neuro, c'est les neuropédiatres qui vont s'occuper de nos patients. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour la société et pour les patients. Et puis parce que même épistémologiquement, c'est pas raisonnable. Enfin, un sujet pensant ne se réduit pas à son cerveau, c'est plus compliqué que ça. Tout le corps agit, les hormones, la thyroïde, les surrénales, etc. Et puis même la façon de représenter un sujet pensant aujourd'hui, c'est pas en expliquant comment fonctionne le cerveau qu'on a une représentation du sujet pensant. Donc on devrait appeler ça trouble psychiatrique du développement. Et puis voilà, ça poserait pas de problème. Merci pour votre attention.